Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. À Vue d'ici, ce soir, nous avons pour vous deux sujets bien différents. D'abord, on discute de la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Ça s'en vient bientôt. Et en deuxième partie, nous faisons un bilan touristique de mi-saison de notre belle région. Restez avec nous car ça commence maintenant. À vous à la maison, bienvenue à une autre émission de Vue d'ici. Merci encore d'être avec nous. Bien que ce soit un sujet, disons, délicat, la demande anticipée d'aide médicale à mourir est attendue depuis longtemps par certaines personnes, notamment les personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie dégénérative qui mène à l'inaptitude. C'est nouveau. Or, pour tout savoir, nous recevons en studio le docteur Mathieu Moreau. Vous êtes médecin en médecine palliative au CIUS du nord de l'île de Montréal. Docteur, bonsoir, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation, car ça peut faire peur, ce programme-là, ou ça peut être emballant, ça dépend qu'est-ce qu'on attend de ça. Premièrement, ça entre en vigueur le 30 octobre, c'est bien ça? C'est ce qu'on nous a annoncé, effectivement. Je le sais, là, mais commençons par le début. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Je l'ai dit, les personnes qui reçoivent... Dites-nous, quelle est la condition au départ pour une personne qui souhaite faire cette demande anticipée-là? Oui. Contrairement aux demandes qu'on va dire contemporaines, à quelqu'un qui veut faire une demande d'aide médicale à mourir pour les prochains mois ou les prochaines semaines, la demande anticipée a une certaine condition. C'est une demande qui est différente. Donc, la personne qui va vouloir faire une demande doit d'abord avoir reçu un diagnostic confirmé de maladie dégénérative qui va mener à l'inaptitude. Ce que ça veut dire, quand on dit quelqu'un qui est inapte, c'est quelqu'un qui n'est plus capable de prendre les décisions pour lui-même ou elle-même. Donc, c'est pour ça qu'on dit demande anticipée. C'est pour une demande anticipée. Donc, maintenant, je suis tout à fait apte, mais j'ai un diagnostic de démence, par exemple. C'est la condition qui va le plus mener à l'inaptitude. C'est la condition que les gens ont en tête. Donc, j'ai une démence qui est probablement un stade léger, peut-être modéré, mais pas sévère encore, parce que j'ai encore mon aptitude, je suis encore capable de prendre mes décisions. Mais je veux, dès maintenant, signer quelque chose pour le moment où je ne serai plus capable de prendre mes décisions, si je suis dans des conditions de souffrance que je considère maintenant inacceptables. D'où le anticiper. Je fais un processus maintenant pour quelque chose qui va arriver plus tard, des mois, des années plus tard. On va parler d'une évaluation après cette demande-là, mais dans cette demande-là, puisqu'elle est anticipée et donc prévoit un moment où la personne ne sera plus inapte, je présume qu'il y a un seuil pour enclencher sa demande de recevoir l'aide médicale en temps opportun. Quel seuil le patient ou la patiente peut choisir? Oui. Et il y a encore un peu d'incertitude. On l'a dit, ça va arriver, ça, dans quelques semaines, le 30 octobre. Pour l'instant, on n'a pas encore vu, là, à part quelques personnes privilégiées dont je ne fais pas partie, les fameux formulaires. Ça va être des formulaires très normés qu'il va falloir remplir. La demande d'aide médicale à mourir anticipée va devoir se remplir soit avec un médecin, soit avec une infirmière praticienne spécialisée. Mais la personne doit être assistée. La personne doit être assistée. Ça ne peut pas se faire dans notre salon un samedi soir. Ça doit vraiment être fait devant un professionnel compétent, qui sont médecins, infirmières praticiennes spécialisées. Parce que la personne doit être informée de c'est quoi sa maladie, mais aussi c'est quoi qui va lui arriver plus tard. C'est quoi le décours attendu de la maladie. Okay. Puis quand il va avoir des manifestations qu'elle pourrait considérer inacceptables, mais comment on les traite d'habitude, ces manifestations-là? Donc, ça doit être un consentement éclairé. Oui, elle doit savoir aussi il y a l'aide médicale à mourir, mais il y a autre chose. Exactement. OK. Et ça, cette évaluation-là se fait par des professionnels compétents. Exact.
Est-ce que d'autres personnes qui peuvent intervenir dans le processus? On a parlé de témoins, de personnes de confiance. Exact. Donc, quand la personne va remplir sa demande, il va falloir qu'elle puisse dire c'est quoi les manifestations cliniques liées à la maladie qu'elle juge inacceptables pour son futur. Je comprends. Mais il y a d'autres personnes autour de cette personne-là, la Ouais. personne malade, le patient. Puis ces personnes-là peuvent être des gens qui sont juste bien intentionnés, mais on peut aussi nommer ce qu'on appelle un tiers de confiance, un ou même deux tiers de confiance, dans le cas où il y en a un des deux qui ne serait pas en mesure de remplir son rôle. Puis leur travail à eux, c'est vraiment de lever le drapeau plus tard quand la personne deviendra inapte pour voir est-ce qu'on commence l'évaluation. Donc, c'est un rôle de signalement aux autres professionnels. Comme je dis, c'est un processus qui se fait en 2 temps. Il peut y avoir des années entre les deux. Ça peut être des médecins, des infirmières praticiennes spécialisées complètement différentes, dans les régions administratives du Québec complètement différentes. Donc, le gouvernement a prévu un mécanisme pour avoir quelqu'un de confiance qui pourrait nous aider au moment où on sera plus apte puis en mesure de le faire nous-mêmes. Parce que la personne n'étant plus apte, elle-même ne peut pas, j'aime pas le terme, là, enclencher le processus pour qu'elle reçoive l'aide médicale à mourir. Il doit avoir... C'est pas elle qui va enclencher, c'est cette personne-là. Est-ce qu'un professionnel compétent, s'il connaît bien la patiente, peut lever ce drapeau-là? Tout à fait. En fait, on devrait lever le drapeau. Les conditions pour lever le drapeau, c'est est-ce que il faut que la personne soit inapte, puis soit qu'elle va paraître souffrante. On est de notre avis professionnel, ou l'avis du tiers de confiance, c'est que la personne est souffrante, ou alors présenter les manifestations cliniques qui vont être décrites dans la demande. Puis c'est pour ça que les manifestations cliniques, ça va être vraiment, vraiment important comment on va les remplir. Parce que si on est trop vague, ça va être très difficile d'ouvrir une demande, de les appliquer. Puis si on est trop précis, bien, ça se peut qu'on ne se rende jamais dans cette condition-là. Donc, il va falloir trouver vraiment une espèce d'entre-deux entre qu'est-ce qui va être faisable et qu'est-ce qu'on veut aussi. Donc, ça va demander un grand dialogue avec la personne le professionnel compétent qui va remplir cette demande. Et cette... on fait la demande anticipée, il y a cet accompagnement-là, il y a l'évaluation en même temps. C'est pas du jour au lendemain, là. C'est un long processus. Ça peut. Ça peut être long. Ça peut être long, exactement. Le 30 octobre, il n'y a personne qui va avoir cette évaluation-là. Ça risque d'être dans des mois, peut-être des années plus tard. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va jouer, mais oui, les professionnels vont devoir lever le drapeau à un moment donné. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont... je ne sais pas si j'aurais un tiers de confiance, c'est loin d'être obligatoire d'avoir un tiers de confiance. C'est une mesure de protection additionnelle, mais c'est notre rôle comme professionnel de aussi, dès qu'on constate que quelqu'un est inapte, de voir dans le registre, est-ce qu'il y a une demande anticipée d'aide médicale à mourir? Oui, parce qu'il y a la création d'un registre, ou je ne sais pas s'il existait déjà avant, mais la demande doit être dans le registre. Exactement. Dites-moi, maintenant, vous avez parlé tantôt de souffrance. C'est une condition dans le deuxième. Pouvez-vous expliquer un peu ce que vous pensez de souffrance? Parce que ça peut mener à plusieurs préoccupations, plusieurs petits problèmes. Oui, tout à fait. En fait, c'est quoi la souffrance de quelqu'un qui a une démence sévère, pour prendre l'exemple encore une fois de la démence? Oui. C'est pas facile, parce que la personne, elle va peut-être être dans un état où est-ce qu'elle ne pourra plus exprimer ses souffrances. Puis, il y a deux souffrances. Il y a la souffrance de la personne qui a signé la demande des mois ou des années plus tôt, qui anticipait que, par exemple, si je me retrouve dans une situation de grande dépendance, naturellement, il faudrait que ça soit plus précis que ça, mais c'est pas une condition dans laquelle je vais me retrouver. Je vais être vraiment, vraiment souffrante. Puis la condition qu'on a avec la personne des années plus tard, qu'on a devant nous comme professionnel, qui peut être là puis accepter sa condition. On parle de démence heureuse, j'aime pas ce terme-là. Sans être heureux, la personne peut être tout à fait non souffrante. Elle pourrait être souffrante dans son fort intérieur, mais que ça soit très, très difficile pour quelqu'un d'un point de vue extérieur exactement à percevoir. Alors là, ça peut être vraiment... On est dans ce dilemme-là, parce qu'on se rappelle que l'aide médicale à mourir, c'est un soin
dont le but, c'est de soulager les souffrances. Le moyen, c'est de provoquer la mort, mais le but, c'est pas provoquer la mort, c'est vraiment soulager les souffrances. Donc, ce que je comprends, c'est le fait de ne pas être dans telle condition ou situation n'est pas la seule condition. Or, donc, il y a une deuxième évaluation lorsque le drapeau va être levé. Qu'est-ce qui s'enclenche à ce moment-là? Bien, ce qui s'enclenche, c'est qu'il va falloir qu'un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée qui va accepter l'évaluation évalue si la personne remplit les différents critères de l'aide médicale à mourir. Naturellement, l'aptitude, on vient de sortir ça parce que c'est une demande anticipée, mais est-ce que la personne paraît souffrante? Ça, oui. Puis est-ce qu'elle a les manifestations cliniques de sa condition? Elle a décrit dans sa demande. Dans la demande. Exactement. OK. Donc, c'est vraiment ces deux conditions ensemble. C'est les deux conditions sine qua non pour recevoir l'aide médicale à mourir. Si on paraît souffrant, mais qu'on ne remplit pas les manifestations cliniques qu'on a remplies, on ne peut pas la recevoir. Si on a les manifestations cliniques et on ne paraît pas souffrant, on ne peut pas plus la recevoir. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas officiel. Croyez-vous que... On en a parlé un peu avant l'entrevue. Il y a peut-être plusieurs personnes qui croient qu'ils peuvent y avoir droit, mais il faut comprendre que ce n'est même pas automatique, même si la demande anticipée est dans le registre. Exact. Dites-moi, est-ce que, évidemment, c'est nouveau ici, ailleurs dans le monde, vous avez parlé aussi en pré-entrevue, Pays-Bas. Il ne faut pas s'attendre à plein de demandes là-bas non plus. Là. Non, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde. On y a à peu près 4 pays, incluant, si on considère que le Québec, là, on va être le 4e. On n'a pas vraiment de données dans 2 de ces pays-là, Luxembourg, Colombie, mais on a des données au niveau des Pays-Bas. Les Pays-Bas, chaque année, il y a à peu près, ça se compte sur les doigts des 2 mains. L'année passée, il y avait 8 demandes anticipées qui ont été administrées. Les années d'avant, c'était 6, 4. Donc, c'est vraiment pas un grand nombre. On anticipe qu'au Québec, ça va être plus que ça. Les conditions ne sont pas exactement les mêmes, mais une des raisons pour lesquelles il y a si peu de gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir, c'est entre autres justement à quel point ça peut être difficile d'évaluer les souffrances de quelqu'un qui est dans une situation de démence avancée. Et oui, à force de lire, ça va être vraiment ça qui va être difficile là, en deuxième processus. Quel impact voyez-vous émotionnel ou quelles questions éthiques devrait-on avoir, même si ça vient en vigueur le 30 octobre? Ouais, on pourrait avoir une émission de 10 heures juste là-dessus. J'avoue. Mais on a... ce que j'anticipe, c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être soulagées par le fait de pouvoir s'enclencher dans le processus, mais qui vont être très déçues de se rendre compte que ce n'est pas un automatisme. Puis moi, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte au moment de la rédaction de la demande parce qu'ils sont encore aptes. Puis il y a d'autres moyens, quand on parle de planification des soins, il y a plein d'autres moyens d'assurer des soins de fin de vie pour avoir une fin de vie qui est digne. Parce que si on s'en rend compte plus tard, bien, la personne va être inapte. Elle ne sera pas nécessairement souffrante de cette condition-là, parce que justement, en tout cas, elle ne paraîtra pas, parce qu'elle ne la recevra pas, mais les proches, eux, qui vont avoir cru que c'était un peu la porte de sortie, puis de voir... des chocs émotionnels. Oui, papa puis maman, il n'aurait jamais voulu dans cet état-là. Il a signé des papiers, puis pourquoi vous ne lui donnez pas? Bien ça va créer énormément de souffrance aux proches. Un sentiment de responsabilité qui est très, très grand, puis un sentiment d'échec. Donc, puis là, il va être trop tard pour revenir en arrière. On ne pourra pas refaire une demande, modifier certaines choses. La personne est inapte. Donc, il faut vraiment que l'aide médicale à mourir anticipée, les demandes anticipées, ça soit vu comme un des outils à travers une gamme d'outils pour planifier sa fin de vie quand on est atteint d'une maladie qui va mener à l'inaptitude, dont la démence. Comme vous dites, il y a d'autres soins. Est-ce que vous parlez des objectifs de soins? Entre autres. Qu'est-ce que c'est brièvement? Les objectifs de soins, c'est une discussion qu'on a entre un professionnel et un patient qui inclut souvent les proches pour voir c'est quoi les valeurs du patient puis comment on peut les traduire dans des soins.
C'est sûr que si vous me dites, moi, je veux mon autonomie pleine et entière jusqu'à la fin de ma vie, puis en même temps, vous avez une maladie qui est grave, qui est dans les stades qui s'en viennent pour être avancée, bien, probablement qu'on vous dira qu'une réanimation, une tentative de réanimation cardio-respiratoire, des soins intensifs, bien, la probabilité que vous ayez une autonomie pleine et entière après ces soins-là, quand on a une maladie vraiment avancée, c'est plutôt faible. Donc, peut-être que ça serait mieux de vous offrir des soins pour éviter de se rendre jusque-là, mais que si vous êtes jusque-là, qu'on se concentre vraiment sur votre confort puis qu'on assure une fin de vie qui est digne selon vos critères. Une belle vie palliative, une belle fin de vie palliative. Ça peut être une soin palliatif. Dernière question, on parle de professionnels compétents. A-t-on les ressources pour aller pour englober ça, ces nouvelles demandes-là? A-t-on les ressources? J'ai l'impression que non, on ne les a pas maintenant, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes sur qu'est-ce que ça va demander parce qu'il n'y a pas énormément de médecins, encore moins d'infirmières praticiennes spécialisées qui font de l'aide médicale à mourir et les demandent et comprendre la démence. Très peu de gens ont ces compétences-là tous les deux. Donc, on sent que ça va reposer. Ça risque d'être très, très populaire, mais ça va reposer sur un nombre assez restreint de professionnels. Docteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, vous avez raison. Je pense qu'on aurait pu prendre 1 ou 2 heures pour vraiment expliquer. Merci infiniment. On va vous inviter à regarder, ça s'en vient le 30 octobre, on va vous inviter à regarder les nouvelles dispositions, à vous informer correctement pour être sûr que c'est un programme qui peut, que vous pouvez aller vous diriger vers ça, mais lisez. Lisez, c'est le plus important. On a uniquement parlé de la surface. Alors, prenez tous les renseignements. Si vous avez des questions, vous nous écrivez. Et on se revoit après la pause. De retour avec vous. Économiquement, le tourisme dans notre région prend beaucoup de place. Et après l'été qu'on a connu, on souhaitait faire un bilan de mi-saison avec l'expert dans notre région si belle, Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci de l'invitation. Merci. La première question, on s'en est un peu parlé tantôt, la première question que j'avais, c'est, l'été, au niveau du climat, c'était so-so, mais est-ce qu'il y a un constat général que vous avez fait de cette saison estivale-là? Oui. Sur le plan du climat, on a eu une quand même belle saison. Il y a eu de la belle température, mais des aléas climatiques quand même particuliers. On a eu cette année 2 gros épisodes de pluie qui ont créé des inondations majeures, donc des problèmes dans plusieurs sites touristiques. Nos entrepreneurs se sont revirés de bord très vite là, pour arriver à réparer tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la météo, les gens l'oublient, mais il y a un impact souvent qui est plus important de la météo elle-même, donc la météo annoncée, que du temps réel. On est très, très, très influencés, les humains, par les petits nuages et les petites gouttes de pluie qu'on voit à la télévision ou sur nos téléphones. Et c'est prouvé, on a fait des analyses qui nous démontrent que, dépendamment de la façon dont la météo est amenée, il y a un impact énorme sur le tourisme. Pourtant, aujourd'hui, on a des vêtements incroyables. Souvent, ça va être 1 heure de pluie pendant une belle journée et les gens vont changer leur plan à cause de ça. On a beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour amener les gens à être plus résilients par rapport à la température. J'avoue. Si vous permettez, prenons secteur par secteur. Dites-moi, domaine des hôtelleries, de l'hôtel, comment ça a été? Parce qu'eux subissent les contre-coups quand il y a une mauvaise saison. Comment ça a été? Oui, l'hébergement est un bon baromètre parce qu'en fait, il nous donne une bonne idée de l'intention des gens de profiter d'une expérience touristique. On a dans notre région de l'hôtellerie, des auberges, on a aussi beaucoup de résidences de touristes, donc de chalets à louer et beaucoup d'hébergements d'expérience aussi, des cabanes dans les arbres, des yurts,
nommez-en, il y en a beaucoup. Et puis, on s'attendait à une diminution cette année liée au portefeuille des Québécois, qui semble être un petit peu plus fragile, taux d'intérêt, inflation. Finalement, il n'y a pas de diminution. Il y a eu une petite diminution au début de l'été, mais globalement, il y a une petite hausse qui s'est poursuivie là, pendant le reste de la saison. Ce qu'on sent, par contre... Qui se poursuit, là? Qui semble se poursuivre. On n'a pas encore les détails de ce qui se passe en septembre et octobre, mais évidemment, c'est des mois extrêmement importants pour la région de la Naudière, région de couleur, près de Montréal, surtout pour les week-ends, beaucoup d'achalandage. Oui. Parce que vous comptez beaucoup sur, oui, une clientèle qui peut être internationale, mais il y a un gros bassin là, autour de nous. Là, Oui, effectivement. La région de la Naudière, compte tenu de la proximité de 3 millions de personnes juste à côté, le Grand Montréal, c'est une des régions qui a une proportion de clientèle intra-Québec le plus importante. Quoique, on a des étrangers qui viennent des États-Unis pour la motoneige, qui viennent d'Europe francophone pour le multi-activité, été comme hiver, mais surtout l'hiver, parce que, évidemment, c'est assez féerique, là, une région comme la nôtre pour un étranger. Mais le client québécois, il vient de partout. Mais il vient pour toutes sortes de raisons. Hein. On a une région de culture si on est dans le Vieux-Terrebonne et de restauration, de tourisme gourmand si on est entre Saint-Jacques en direction vers Saint-Norbert et de tourisme nature si on est dans nos vastes zones de montagne avec les lacs et les montagnes et les rivières. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc, on vient pour des raisons différentes dans la région de la Naudière. On a aussi de merveilleux festivals. Comment ça a été l'achalandage? Notre festival le plus prestigieux, le Festival de la Naudière, le Festival de musique classique, a battu des records d'achalandage cet été avec 35 000 visiteurs. D'un événement à l'autre, c'est variable. Malheureusement, les événements, souvent, vont durer un week-end. Et là, le climat va impacter. Donc, il y a des week-ends qui ont été plus généreux que d'autres au niveau du climat cette année. Mais ceci dit, il y a un bel achalandage, un bel engouement pour nos événements. C'est par contre difficile au niveau de la rentabilité parce que les coûts augmentent. Hein. Les coûts, on le sait, partout les coûts ont augmenté. Les revenus des événements n'augmentent pas nécessairement. C'est limité. Il y a une portion de revenus publics, il y a une portion de revenus de commandite et il y a une portion de revenus qui viennent de nos poches parce qu'on paye notre entrée sur le site. La portion des commandites est de plus en plus difficile à aller chercher parce qu'on a des entreprises qui ont peut-être moins à donner ces années-ci qu'ils n'avaient à d'autres moments, à d'autres périodes. Et je présume que vous avez de la compétition. Absolument. Quelles sont les prochaines stratégies pour Tourisme La Naudière? L'automne, est-ce qu'il est trop tôt de parler de l'automne? Est-ce qu'il est trop tôt de parler de l'hiver? L'automne se déroule très bien. Pour nous, les campagnes continuent à rouler, mais évidemment, les équipes chez nous travaillent à l'hiver. On est en train de mettre en place avec tous nos membres là, les stratégies de promotion de cet hiver. On continue avec la stratégie qui présente la Naudière comme étant une région où il y a tout pour plaire. C'est l'approche promotionnelle, une région d'authenticité où on réussit à se retrouver entre amis de façon conviviale dans des lieux extraordinaire, à parler aux propriétaires de nos petites entreprises touristiques, que ce soit en ski, en raquette, dans un chalet, dans un musée, dans une ferme, à goûter des produits régionaux. Toutes les possibilités sont là, été comme hiver. Ça s'enligne pour un très bel hiver. On espère la neige plus rapide que l'hiver dernier, qui a été très, très difficile de ce côté-là. Mais nos entrepreneurs s'adaptent. Il y a des nouveaux produits qui se développent aussi, notamment au niveau du vélo de montagne, dans les stations de ski alpin, au niveau de canicartes dans les entreprises de traîneaux à chiens, qui fait que même si la saison au niveau de la neige commence plus tard, on va être capable de recevoir les clients français qui ont réservé en décembre, par exemple, pour venir dans nos entreprises. Vous avez parlé, les entreprises, doivent s'adapter. Quel est leur plus grand défi, là? Il y a le climat, on le sait. Quel est le plus grand défi? On parlait de coûts, on parlait de... Là, bon, l'inflation et les taux d'intérêt semblent stabiliser, même descendre. C'est quoi leur plus gros défi? Je vous dirais qu'il y a eu, la main-d'œuvre, c'est pas résolu, mais c'est peut-être moins pire qu'il y a 2-3 ans. Mais la main-d'œuvre est un défi majeur. Mais je dirais que l'enjeu sur lequel tout le monde a réalisé qu'il fallait vraiment qu'on s'attaque, c'est les changements climatiques. On a vu dans la Naudière cette année, l'année dernière avec les feux de forêt et les inondations, cette année encore avec plusieurs événements d'inondation, des situations qu'on n'aurait même pas imaginées, qui amènent des coûts non prévus. Parfois, c'est direct dans l'entreprise. Parfois, c'est l'acheminement
cheminement, parce que des routes et des ponts sont détruits pour se rendre dans les entreprises. Parfois, c'est la perception des clients, parce que quand on dit qu'il y a eu des inondations dans la Naudière, on imagine à Montréal que la Naudière est remplie par une vague, ce qui n'est pas le cas. Une grosse mer. Il y a bien des endroits où on peut aller quand même. Fait que les changements climatiques amènent beaucoup de questionnements. Et c'est peut-être une bonne chose qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui pour être capable de mettre en place ce qu'il faut et construire correctement. On pense à une nouvelle route qui va être construite dans le parc du Mont-Tremblant, qui va ouvrir normalement d'ici 1 an et demi, que la CEPAC va ouvrir, qui va permettre de relier Saint-Donat à Saint-Michel-des-Saints. Mais évidemment, dans les dernières années, on a revu les travaux prévus pour faire des ponceaux et des avec ce qu'on a connu, là, qui vont résister à ce qu'on a pu connaître là, dans les 2 dernières années. Je présume donc que ce défi-là va faire partie de vos prochaines stratégies chez Tourisme La Naudière? En termes d'accompagnement, évidemment, à Tourisme La Naudière, il y a 420 entreprises membres. Je compte pas des milliers de chalets à louer là, qui gravitent autour. On peut pas faire le travail pour les entreprises. Par contre, on peut aider à identifier des moyens avec eux et les aider à se mettre ensemble et parfois les cogner aux portes des municipalités, des MRC, des régions, des gouvernements pour trouver les bons moyens pour mettre en place là, les façons de s'adapter. Alors, à Tourisme La Naudière, donc, vous avez à gérer avec plusieurs MRC, plusieurs municipalités. Est-ce qu'on est une région qui s'écoute, qui se parle bien? Avez-vous une bonne collaboration d'un peu tout le monde? On est une région qui se tient beaucoup. Le tourisme, c'est particulier. Hein? On a souvent l'impression que c'est l'industrie la plus simple parce que tout le monde sait ce que c'est. Hein? On a une bonne idée. Mais moi, je dis souvent que c'est une des industries les plus complexes parce que c'est une industrie avec laquelle il faut qu'on travaille avec le milieu municipal, avec la foresterie, avec l'agriculture, avec l'environnement, avec les transports, etc. Il faut s'assurer que tout ça concorde parce que sinon, l'expérience du tourisme ne sera pas optimale. Et c'est notre travail de travailler à rendre ça le plus optimal possible et c'est évidemment un grand plaisir de pouvoir le faire. Comment on peut suivre vos politiques, vos directives, vos processus? Comment on peut suivre? Bien, déjà, si on veut savoir ce qui se passe dans la Naudière parce qu'on aime la région, parce qu'on est d'ici ou qu'on est d'ailleurs, bien, sur le site de Tourisme La Naudière, lanaudière.ca, on peut trouver de tout, à peu près tout type d'activité. Là, vous allez le trouver là-dedans et même des idées d'expérience. On peut le trouver par pôle, on peut le trouver par produit. Donc, je vous invite à y aller. Et évidemment, on peut même s'amuser à fouiller sur le site et trouver de l'information. C'est la zone entreprise, si on trouve le petit onglet, est disponible. On peut aller voir les plans de développement où on explique comment, aujourd'hui, on travaille pas juste à attirer des touristes, mais à regarder comment on va faire ça de façon durable, en respect de la population, en respect de l'environnement, en respect de notre culture, la naudoise. Monsieur Brochu, merci de votre visite. On va s'intéresser à ce qui se passe chez nous. C'est si beau. Quant à nous, on se dit au revoir. Merci à toute l'équipe en studio, en régie. Et nous, on se revoit quoi? Dans une semaine. J'espère que vous allez être là.